Hello tout le monde! On est super content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Déclic, le rendez-vous de l'ingéniosité et de la créativité technique dans l'esprit pionnier de la marque Peugeot qui explore depuis plus de 2 siècles l'art de créer et de bien fabriquer. Merci à tous pour vos retours constructifs sur les dernières vidéos. On est trop content de vous lire. Et en plus, vous savez qu'on adore les tourner, donc grâce à vous, on peut continuer. C'est incroyable. Merci encore. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un projet qui va parler à tous les bricoleurs curieux, des makers connectés aux amateurs de données et surtout ceux qui scrutent le ciel chaque matin pour savoir comment s'habiller. On va fabriquer aujourd'hui une station météo connectée. Ouais, une seule station composée de capteurs capable de mesurer des infos extérieures, puis de retransmettre toutes les données en continu, tout en essayant de rester comme d'hab dans un DIY le plus simple possible. Et tout ça avec une petite touche d'histoire. Du coup, avant de sortir le fer à souder, on va tout vous dire sur la prévision météorologique en partant des premiers observateurs du ciel jusqu'au réseau de capteurs planétaires en passant par les stations de montagne et les bouées océaniques. Et surtout, on va décortiquer le fonctionnement de ces sentinelles du climat, n'est-ce pas? Avant les algorithmes prédictifs, les cartes interactives et la météo du JT de 20h, observer le temps, c'était surtout une question de survie. Retour aux civilisations anciennes. Les Égyptiens surveillaient les crues du Nil pour prévoir leurs récoltes. Les marins phéniciens apprenaient à lire les vents et les étoiles pour naviguer. Et les agriculteurs mayas observaient le cycle des pluies pour organiser leur calendrier agricole. La météorologie était alors empirique, une science de l'observation directe, héritée et transmise de génération en génération. À cette époque, on n'a pas de capteurs ni de chiffres. On s'appuie sur l'intuition, l'expérience. Par exemple, la couleur du ciel au crépuscule, la trajectoire des nuages, le comportement des oiseaux avant une tempête. Bref, c'était des signes parfois fiables, parfois trompeurs, mais surtout essentiels pour anticiper les dangers et planifier les activités humaines. Un peu comme ta grand-mère qui fait « Ouh là là, j'ai mal au corps aux pieds, il va se mettre à pleuvoir !» Observation empirique typique. Puis arrive la révolution scientifique en Europe. En 1610, Galilée, qu'on connaît bien quand même, met au point le thermoscope, l'ancêtre du thermomètre, qui sera perfectionné quelques décennies plus tard par Santorio et Fahrenheit pour obtenir des mesures graduées et comparables. Tiens, Fahrenheit, voilà. Est-ce que ça serait pas encore une preuve de ce qu'on dit depuis le début? Et comme d'habitude, le gars, il a choisi de donner son nom à son invention. Est-ce que Tesla aurait pas inventé la voiture? Il refait le même gag qu'on fait depuis 6 vidéos. Il n'a pas inventé la voiture Tesla, c'est toujours pas, c'est un hommage. Au bout de 4 épisodes, ça marche toujours pas. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir les précédentes vidéos. Exactement. Parce que si vous ne comprenez pas le principe du running gag, c'est que vous ne savez pas que ce sont des running vidéos des frères Poulain sur la chaîne de Déclic. Bref, en 1643, Evangelista Torricelli invente le baromètre, premier instrument permettant la mesure de la pression atmosphérique en ouvrant la voie à une compréhension enfin scientifique des phénomènes météorologiques. D'autres instruments suivront, l'hygromètre de Léonard de Vinci, précurseur et perfectionné ensuite par d'autres, l'anémomètre au XVe siècle pour mesurer la vitesse du vent, le pluviomètre au XVIIIe siècle et petit à petit, la météorologie se dote d'outils fiables qui transforment une intuition en science mesurable. Et c'est au XXe siècle que les stations météo domestiques commencent à se démocratiser. D'abord, elles sont analogiques, comme on vient de le voir, et elles deviennent progressivement électroniques. Elles affichent du coup en temps réel la température, l'humidité et les tendances météo. Et aujourd'hui, avec les capteurs numériques, le Wi-Fi et l'Internet des objets, une station météo, elle peut communiquer directement avec votre smartphone ou votre ordinateur. N'importe quel gamin des années 80-90 se souvient des balades en centre commercial avec les stations météo électroniques. Il y avait la sonde extérieure RF 433 MHz. Il est donc temps de vous montrer comment fonctionne une station météo. Et une station météo connectée, dans notre cas là, ici, c'est en fait une interface environnement-machine en quelque sorte. Elle capte des données physiques grâce à ses capteurs, on le répète, température, humidité, pression atmosphérique, et elle ne prévoit pas directement le futur, mais par contre elle fournit des données précises et des mesures précises en temps réel, avant que toi-même, avec ton corps et tes sens, tu puisses t'en rendre compte. Oui, après, il faut être Météo France avec des algorithmes, etc. Voilà. Dire, là, il y a un anticyclone, il y a des nuages qui arrivent, bam, il y a un orage. Donc nous, il nous faut des capteurs et un microcontrôleur, et c'est ce dernier qui aura pour fonction de collecter les données des capteurs, de les convertir en informations numériques et de les afficher sur une page web accessible directement en Wi-Fi. Bon, c'est pas le tout, il est temps de passer quand même au DIY pour construire cette station, mais il vaut mieux comprendre avant comment fonctionne cette interface environnement-machine. Et voilà donc le matériel dont on va avoir besoin. Il nous faut donc ici une petite boîte en PVC étanche, puisque nous, l'intérêt c'est de capter les données extérieures et pas intérieures. Le sacro-saint microcontrôleur ESP32 Wi-Fi, vous l'avez vu plusieurs fois sur cette chaîne. C'est donc lui qui va nous permettre de tout interfacer et de se connecter à notre réseau pour pouvoir accéder aux données. Un capteur BME 280, c'est lui qui va choper la température, l'humidité et la pression. Un capteur BH1750 qui va nous permettre de capter la luminosité en luxe de l'environnement, donc à savoir s'il y a beaucoup de soleil ou pas. Un anémomètre à contact.
Et enfin, un capteur de pluie tout simple qui va nous permettre de détecter la présence d'eau au niveau de notre station météo. Voilà, après il y a des câbles de connexion, une alimentation et un peu de quincaillerie. Vous connaissez la chanson. C'est parti pour la construction. Pour éviter les soudures et les connexions à bornier, on va utiliser ce qu'on appelle une breadboard et des connecteurs du pont. Donc on va simplement pouvoir enficher tous les capteurs à la breadboard qui sera reliée au microcontrôleur. Ça évite en fait de faire des petits points de soudure et puis on peut tester en retirant des morceaux, en remettant ailleurs, etc. C'est comme un Lego mais pour l'électronique. Là, j'en ai 2 petites que je vais assembler ensemble, mais on vous met de toute façon en lien dans la description tout le matériel nécessaire. Le capteur de pluie juste ici se relie d'abord à une petite carte intermédiaire et donc on voit qu'on a un connecteur du pont mâle et mâle sur les 2 cartes, donc on va tout simplement prendre les connecteurs femelles. Ensuite, pour notre première connexion à la breadboard et donc à l'ESP32, on vous met tous les liens dans la description avec le code, le schéma électronique, etc. Et tout l'intérêt d'utiliser une breadboard, c'est qu'ici, on a toutes les indications sur lesquelles brancher les capteurs et ça distribue sur toute la ligne. C'est-à-dire que par exemple, si on a 3 capteurs qui se branchent en 3,3 volts, et si on suit la ligne du 3,3 volts, et ben on voit qu'on en a 4 de disponibles qui vont être alimentés. Donc on a tout assemblé sauf l'anémomètre parce que il prend de la place et il se situe à l'extérieur de la boîte. Et donc il va falloir télécharger le programme qui permet de tout interfacer. Donc comme pour la vidéo du joystick, on va se brancher en USB et je vais vous montrer les démarches à faire sur Arduino. Donc là, on relie le microcontrôleur. Et ensuite, grâce au lien dans la description, on va pouvoir accéder au code pour pouvoir l'éditer et le transférer. Donc on se retrouve sur la page, on va télécharger le code. Ensuite, on ouvre le dossier. Et dans le dossier, normalement, vous allez avoir à la fois le code pour la manette et le code pour la station météo. Donc on va tout simplement cliquer sur station météo. Et normalement, si vous avez installé l'Arduino IDE, vous avez juste à double-cliquer sur le fichier .ino. Et normalement, il va s'ouvrir avec tout le code. Et ensuite, vous allez voir que vous avez des onglets. Alors, dans les onglets, par exemple, ici, on a un README et ça va nous permettre d'avoir toute la documentation de ce projet-là et surtout, un récapitulatif de où est-ce qu'il faut tout brancher et tout le matériel nécessaire pour la vidéo. Ce qu'on va faire, c'est que normalement, si vous avez suivi tout le branchement tel qu'on l'a indiqué avec les liens dans la description, il va juste y avoir à installer les librairies. Les librairies, c'est tout simplement un bout de code qui nous permet d'interfacer beaucoup plus facilement les capteurs, sans avoir à faire de calcul algorithmique pour avoir une donnée de température ou de pression atmosphérique. Par exemple, ici, on a le capteur BME 280, donc on va télécharger la librairie pour ce capteur. Donc ici, dans le petit onglet Librairie Manager, BME 280 de Adafruit, on télécharge. Ensuite, on va avoir le capteur BH 1750 et on la télécharge. Et ensuite, la dernière chose qu'il nous reste à faire au niveau du code, c'est comme on doit se connecter en Wi-Fi, il faut bien rentrer les informations de notre réseau. Donc là, on va descendre un tout petit peu plus bas et on voit Wi-Fi SSID et Wi-Fi Password. Et vous allez tout simplement rentrer votre nom de Wi-Fi et le mot de passe pour s'y connecter. Normalement, une fois que vous avez fait tout ça, vous n'avez plus ici qu'à sélectionner votre carte. Donc on va sélectionner le port COM. Normalement, vous en avez un port COM 3 USB, c'est notre ESP32. Et on va choisir la carte. En l'occurrence, là, la nôtre, c'est ESP32 Dev Module. Hop là, on sélectionne les deux. Il n'y a plus qu'à attendre que tout s'installe. Et normalement, on pourra ensuite accéder à l'ESP32 à distance sur le téléphone et avoir toutes les données de nos capteurs. Donc ça y est, on a nos données qui ont été transférées à 100%. Et donc normalement, si on se retrouve ici sur le petit Serial Monitor, hop, et qu'on reset notre ESP32, on va avoir un tas de données qui s'affichent et voilà. C'est les données de nos capteurs en fait, ni plus ni moins, sauf qu'elles sont brutes. On a bien BME 280 qui est OK, donc il est détecté. On a bien notre BH 1750 qui est détecté. Et enfin, on a notre adresse Wi-Fi, donc on s'est bien connecté au réseau. Alors comme c'est notre adresse Wi-Fi et notre réseau et nos configurations réseau, bien évidemment, vous, ça ne sera pas la même. Elle sera très probablement en 192.168. quelque chose. C'est pas forcément cette adresse-là que vous allez avoir. Donc vous allez dans un navigateur, vous rentrez l'adresse dans la barre d'adresse. Et bam, on arrive du coup sur notre serveur web distribué par l'ESP32 qui agrège tous nos capteurs et qui nous les renvoie d'une manière plutôt jolie et agréable à l'œil. Ah oui, alors là c'est sans fil parce que vous voyez un câble USB entre les deux, mais c'est uniquement pour alimenter électriquement et passer le logiciel. Mais après, là si on le débranchait, ça fonctionnerait, c'est bon. Donc là les capteurs ils fonctionnent. Si Baptiste met sa main sur la luminosité, ouf, t'enlèves ta main, 100%. Voilà. Ensuite, si on souffle sur le capteur de température,
la température augmente et l'humidité aussi. Haleine de poney, représente. T'inquiète. Alors vous remarquez, les valeurs, elles sont en pourcent. En réalité, quand on va ici dans le petit onglet avancé, on a toutes les valeurs brutes. C'est le code qu'on vous met à disposition et qu'on a codé qui permet en fait de transférer ces valeurs en pourcent qui peuvent dépendre de votre cas d'usage. Vous n'allez pas avoir la même luminosité à midi que nous en fonction de là où vous allez placer votre capteur. En fait, vous allez être les seuls en exclusivité à avoir le code des frères Poulain, l'application des frères Poulain, spécifiquement codée pour Déclic pour ce DIY. C'est quand même génial, non? Et comme on est généreux, c'est en open source, donc vous pouvez évidemment apporter vos modifications. Je dis pas qu'il n'y a pas encore 2-3 petites erreurs, mais ça peut se corriger avec le temps. C'est la joie de l'open source. Et donc dans la page de configuration, vous allez pouvoir configurer vos seuils de pluie en pourcentage par rapport à la valeur que vous avez maximum ou maximale, s'il pleut beaucoup ou pas du tout, etc. Donc là, on a tout qui est en fouillis. Il est temps de le mettre dans la fameuse boîte PVC et d'en faire enfin une station qui va pouvoir résister aux intempéries et aller à l'extérieur avec une petite batterie pour l'alimenter. Trop mignon. Et juste ici, on a un capot transparent, tout simplement pour avoir les valeurs de luminosité. Oui, parce que si c'est dans une boîte toute noire, pas Voilà. ouf. Ou alors, il aurait fallu mettre le capteur dehors, mais à ce moment-là, ça serait pas étanche et ça grillerait tout le circuit. Après, ce qu'on peut faire, ce que font certains scientifiques, c'est qu'ils prennent ça, ils le remplissent plongent dans de du la- silicone. Ouais, ils remplissent du silicone ou de la résine, et puis ils attendent que ça sèche, et ensuite ils mettent c'est un petit cube de résine tout autour. Ça, c'est plutôt étanche comme technique. C'est vrai. Ça, c'est vous qui voyez. On assemble tout? C'est parti. Donc ça y est, on a notre station météo. Franchement, évidemment, on aurait pu faire un peu de cable management, mais ça a plutôt un côté assez classe. Évidemment, du coup, comme on a placé le capteur de luminosité à l'extérieur comme ça, en faisant un trou, on n'était pas obligé de prendre une boîte transparente. Non. On aurait pu prendre une boîte moins chère et laisser le capteur comme ça. Ouais, mais c'est un petit style. Moi, j'aime bien voir tous les câbles. On se croirait, tu sais, un peu dans une ambiance film de science-fiction des années 80 avec tous les câbles comme ça, le truc qui tourne. Ça, c'est du DIY. C'est vous qui faites votre sauce. C'est tout l'intérêt de tout ça. Donc, ce qui nous reste maintenant, c'est de relier le tout à une source d'alimentation. En l'occurrence, là, une petite batterie USB. On a mis un câble, mais vous, techniquement, vous pouvez mettre une petite batterie USB directement à l'intérieur et il n'y aura plus de câble qui ressort. Vous aurez la durée d'autonomie correspondante à la taille de la batterie que vous mettrez dedans. Et puis, c'est tout. Vous pourrez le déplacer ensuite partout où vous voulez. Une autre solution, c'est de prendre un grand câble USB, poser la station météo aux abords de votre fenêtre et ensuite de faire passer le câble en faisant attention quand même à ne pas le pincer et à le dénuder dans la fenêtre pour ensuite le relier directement sur une alimentation. Vous pouvez aussi acheter un panneau solaire de 10 watts à 30 € et le relier directement. Bref, il y a des milliards de solutions. Encore une fois, c'est du DIY. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a cette sonde de température là qui est une sonde avec 10 mètres de câble. Ouais. Donc nous évidemment on veut que la station elle soit à l'extérieur pour avoir la température extérieure, mais on pourrait très bien imaginer qu'une partie de l'électronique se retrouve en intérieur avec seulement la sonde juste ici qui vient courir le long de votre mur. Donc, on a notre petit projet qui a été déployé grâce à notre GitHub. Le SP a la petite lettre qui s'affiche en rouge. Donc là, on n'a plus qu'à rentrer l'adresse IP de notre dispositif dans le navigateur, en l'occurrence pour nous 10.01.164. Et là, l'interface des frères Poulain apparaît merveilleusement, c'est pas incroyable? Alors vous remarquerez que le capteur de température il est à 32 degrés, c'est tout simplement parce que nous on a utilisé de la colle à chaud pour le fixer, mais on vous conseille très largement d'utiliser du joint silicone et d'en mettre un petit peu partout pour être sûr que votre boîte elle est étanche et que tout soit collé. Et évidemment vous laissez sécher et après vos capteurs seront étanches et bien collés. Nous, on fait ça uniquement parce que pour les besoins du tournage, on va pas attendre 6 heures que ça sèche, c'est beaucoup plus rapide comme ça. Alors est-ce que ça marche? Parce que le vent... Tu souffles à 1,2 mètres seconde, en 5,5 km/h, monsieur. Et regarde là, hop, je cache. Alors attends, je vais regarder. Température, boum, luminosité, vas-y, 5,6%. 17 lux. Hop là, 89% de luminosité par rapport à la norme qu'on a donnée. Et après notre capteur de pluie. 0%. Voilà, alors c'est 0% de sec. Oui. Oui. 100% c'est sec. Évidemment, encore une fois, c'est des valeurs qui peuvent se modifier avec le code qui est en lien dans la description, ainsi que tout le branchement pour les divers capteurs, etc. Alors température et humidité, vous verrez qu'il fait un petit peu chaud dans l'atelier, mais je crois que dans la bouche, il fait encore plus chaud.
32 et 66% d'humidité, 73% d'humidité. Voilà. Donc on a un rafraîchissement à peu près toutes les 2 secondes, ce qui est quand même largement suffisant pour avoir les données extérieures telles que la pluie, la température, l'humidité, etc. Si vous avez votre température et votre pression atmosphérique qui descend de manière grave en 2 secondes, mettez-vous sous terre. Hein. À 50 mètres, c'est qu'il y a un orage de type galactique qui s'abat sur la Terre, d'accord? Et voilà les amis, en quelques minutes, on a créé l'équivalent d'un simple système de mesure météorologique automatisé qu'on appellerait aujourd'hui en fait une station connectée. Bon, comme d'hab, moi je trouve que c'est fou de voir qu'aujourd'hui c'est super facile de faire quelque chose qui a nécessité des années de développement et un budget de dingue il y a encore même pas 50 ans. Alors évidemment, avec l'arrivée des satellites haute résolution, de l'intelligence artificielle prédictive, des réseaux de capteurs IoT massifs, voire même de la météorologie quantique, on peut se poser la question... Est-ce que la station météo personnelle de ce type, elle risque pas de devenir un peu obsolète? Un peu comme le fameux baromètre mural de nos grands-parents. Oui, mais même si nos grands-parents, ils avaient la météo sur la télé, ils avaient quand même encore leur baromètre au mur. Là, c'est ça. Et du coup, nous, notre station météo, c'est un peu notre moyen d'avoir notre propre bulletin météo à nous-mêmes. Voilà, vous avez tout compris sur le fonctionnement des stations météo, comment elles ont évolué et surtout comment construire la vôtre. Dites-nous en commentaire si vous voulez qu'on pousse un petit peu le projet. On peut imaginer des panneaux solaires, un fonctionnement sur batterie, des capteurs d'humidité dans le sol, par exemple. Et si la vidéo vous a plu, pensez comme d'habitude à liker, à vous abonner et à activer la cloche parce que vous connaissez la routine. Et un rappel n'est jamais trop, les amis. Sur des clics, on explore l'ingéniosité sur toutes ses formes, comprendre les objets du quotidien, les détourner, les améliorer et surtout montrer qu'on peut tout inventer. C'est un état d'esprit en mode Peugeot entre savoir-faire, précision et innovation. Merci encore pour votre soutien sur cette chaîne et à très vite pour un prochain projet. À la prochaine. Ciao. Ciao.